Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La campagne électorale prend fin ce vendredi 27 juillet à minuit. En attendant, les contestations contre le fichier électoral se multiplient. 20 candidats à la présidentielle sur les 24 s'interrogent sur la fiabilité du document. Alors, dans ce grand dialogue, nous allons chercher à comprendre ce qui ne va pas avec le fichier électoral. Et nos invités sont le général Siaka Sangaré, délégué général aux élections que nous attendons. Également Abdrahman Diarra, qui est un des porte-parole du candidat Soumaïla Cissé, et également nous avons comme invité un observateur. Il s'agit de M. Draman Diarra, qui est le président du réseau APEM. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Première question à vous, M. Abdrahman Diarra. Vous êtes un des porte-parole du candidat Soumaïla Cissé. C'est vous qui avez en premier lieu soulevé cette question par rapport au fichier électoral. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec le fichier électoral du Mali? Merci bien, M. Touré. Je profite avant de répondre à la question pour saluer Studio Tamani pour l'initiative et saluer vraiment vos auditeurs. En fait, au Mali, à la demande de l'opposition, il y a eu une opération d'audit du fichier électoral, audit qui a eu lieu au mois d'avril 2018. Le 27, plus précisément le 27 avril 2018, les experts maliens, nos experts, et les experts de l'Organisation internationale de la francophonie ont fait le travail d'audit du fichier. Ils ont rendu compte au Premier ministre devant les chefs de partis politiques le 27 avril. Et ils ont convenu de dire qu'effectivement le fichier a été nettoyé de tous les problèmes dont on savait, les problèmes de doublons. Il y avait des noms qui se répétaient 4 fois, 3 fois, 5 fois. Il y avait plus de bureaux de vote dans certaines circonscriptions que prévu. Bref, après l'audit, on a convenu que la fiabilité du fichier était acceptable pour servir de base pour la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet. À notre grande surprise, le 4 juillet dernier, nous avons remarqué que la délégation générale aux élections a mis en ligne un fichier électoral différent de celui qu'on avait audité ensemble en avril. C'est à partir de là que la désormais crise des fichiers électoraux, parce que je qualifie ça comme ça, c'est carrément une crise de fichiers, il y a plusieurs fichiers. Le gouvernement, à travers son porte-parole... Donc il n'y a pas que 2 fichiers? Non, plusieurs, plus d'un déjà, c'est plusieurs. D'accord. Et quand j'ai dit plusieurs, je vais vous expliquer, nous estimons qu'il y en a 3 maintenant. D'accord. Nous avons constaté la publication d'un fichier d'abord différent du fichier électoral qu'on avait audité. Alors, on a saisi les autorités, on a rencontré le Premier ministre, on a expliqué de quoi il s'agissait, et le Premier ministre a pris des engagements. Parmi ces engagements, nous lui avons demandé de mettre à notre disposition la copie du bon de commande qui a servi pour commander les cartes d'électeurs en France. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas reçu la copie de ce bon de commande. Un document qui doit être facile à retrouver. En lieu et place, on nous a brandi un procès verbal de réception, plus un constat d'huissier fait en France qui n'a vraiment pas de valeur à notre yeux, parce que nous exigeons le bon de commande. Pourquoi? Quand nous commandons avec un prestataire, sur le bon de commande, on met le nombre. Et à partir du nombre, on saura si c'est le fichier audité qui a servi à passer les commandes ou si c'est un autre fichier. Puisqu'on n'a pas ça, nous nous retrouvons déjà avec plusieurs chiffres. Dans le fichier que nous, on a audité, on était à 8 462 inscrits. Et le fichier qu'on a retrouvé en ligne le 4 juillet, il y a 8 105 654 inscrits. Donc la différence est énorme. Et ça, c'est du point de vue du nombre d'inscrits de façon globale. Quand on prend le nombre d'inscrits par région, par cercle, on trouve des chiffres différents. Bref, ce fichier est loin d'être le fichier audité. Ça, c'est le deuxième fichier. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a un autre fichier en ligne qui est différent du fichier audité et différent de celui qui avait été publié par la DGE le 4 juillet. Et ce qui est encore plus grave, je vous parle, je suis ingénieur informaticien, les fichiers qui ont toujours été publiés nous permettaient de faire ce qu'on appelle des requêtes informatiques, d'interroger la base de données, de vérifier effectivement si certaines
personne n'existait pas plusieurs fois, à plusieurs endroits dans le fichier. Cette fois-ci, le fichier qu'ils ont publié, ils ont désactivé toutes les fonctions possibles de requête et d'interrogation de la base des données. Indépendamment de ça, je parle de crise parce qu'il y a eu déjà une rencontre où le Premier ministre a pris des engagements depuis une semaine et ces engagements n'ont pas été... parler de ces engagements. Alors, voilà. Monsieur Dramane Tiara, qu'est-ce que le réseau d'appui au processus électoral du Mali, le réseau APM, a constaté par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Et aussi, nous saluons vos téléspectateurs et auditeurs. La question du fichier électoral, le réseau APM l'a appris comme le commun des Maliens. Et à travers les révélations faites par l'opposition, notamment les proches du candidat de l'URD et de sa plateforme. Donc nous avons appris ces révélations-là au même titre que l'ensemble des Maliens. Mais nous pensons que ça ne devrait pas tout simplement arriver. Parce que, vous savez, le fichier, comme je l'ai dit tantôt, le fichier est essentiel dans une élection. Quand on construit une maison, on doit mettre d'abord les fondations. Et lorsque les fondations ne sont pas solides, la maison n'offre aucune garantie d'habitabilité. Donc c'est pourquoi la question du fichier est une question extrêmement délicate. Et nous savons pourquoi il a été exigé d'aller avec la carte électorale biométrique. Sinon, on avait la carte NINA. Parce que c'est la question de non-fiabilité des cartes NINA qui a fait qu'on a évolué vers la carte électorale. Et pour aller vers la carte électorale biométrique, il fallait d'abord rendre assez crédible, en tout cas plus crédible, le fichier électoral. Il est vrai qu'il y a eu un audit que tout le monde a salué. D'abord, la satisfaction première après cet audit-là, c'était que nous l'avons appris du délégué général des élections que le fichier était nettoyé des doublons. Donc ça, c'était quand même une première grande satisfaction. Mais avec ces révélations-là, on a été surpris de constater qu'il y a des noms répétés plusieurs fois. Ce n'était pas seulement les seuls griefs, c'est vrai. Et à partir du fichier qui a été publié, comme on le dit à un moment là, c'est regrettable que cela ait pu arriver. Qu'on puisse, parce que déjà, mettre un fichier en ligne, je crois que ça participe de la volonté quand même de transparence. Je dois reconnaître ici que certainement que la délégation générale des élections a, par souci de transparence, mis en ligne ce fichier-là. Bon, s'il se trouve que le fichier a présenté des caractéristiques qui ne sont pas celles du fichier audité, il y a certainement problème. Et on a entendu le délégué général aux élections dire qu'il s'agissait des erreurs techniques, surtout des erreurs techniques. Êtes-vous convaincu que c'est des erreurs techniques? Non, ce n'est pas que nous soyons convaincus aujourd'hui. Mais je pense qu'on devrait d'abord laisser la priorité des explications à la délégation générale aux élections, qui est quand même chargée de la gestion du fichier. Je rappelle que nous attendons le délégué général aux élections qui doit être avec nous. C'est dommage parce que s'il s'agit vraiment des questions, des erreurs techniques, moi je crois que l'explication devrait être plus plausible. On devrait persuader facilement les uns et les autres des conditions de survenue de ces erreurs techniques-là. Ça ne devrait pas être autant compliqué. Mais il me semble aussi que d'autres acteurs, peut-être plus que le délégué général aux élections, ont voulu donner des explications qui n'ont... Comme le Premier ministre. Comme le gouvernement, je dirais, qui n'a pas... Parce que j'ai entendu aussi les porte-parole du gouvernement là-dessus. Donc, moi, je pense que c'est ce qui a ôté
en tout cas, de la sérénité aux explications données par rapport à... Y a-t-il eu une contradiction? S'il n'y a pas de contradiction, c'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on dit que quelque chose relève seulement des erreurs, c'est facile de démontrer les erreurs. Et lorsqu'il y a erreur, si ce n'est pas des fautes, parce que tant qu'il s'agirait des fautes, il faudrait, c'est facile de retrouver de qui proviennent ces erreurs-là. Ou de qui... Où se situent les responsabilités? Situer quand même les responsabilités par rapport à la survenue des erreurs ou de la faute. Et puis agir, prendre des sanctions. Parce que ça ne devrait pas arriver. Puisque nous savons que le 2 mai, effectivement, le 2 mai 2018, il y a eu le DGE, le président de la CENI se sont déplacés en France et puis ont remis quand même le fichier qui donne les 8 462 000 électeurs. Et normalement, sur la base de ce fichier-là, les cartes d'électeurs ont été confectionnées et ont commencé à être distribuées à partir du 20 juin. Donc, c'est regrettable qu'après tout ça, le 4 juillet, on puisse retrouver un autre fichier et qui soit différent un tant soit peu du fichier politique. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fichier électoral du Mali? C'est le sujet du grand dialogue et nous attendons le délégué général aux élections. En attendant, vous, M. Abdrahmane Diarra, vous êtes un des porte-parole du candidat Soumaïla Cissé. Il y a une réunion entre le délégué général des élections, le gouvernement et les 20 candidats qui ont exigé qu'il y ait un bon fichier électoral. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que la question reste là, sans réponse. Sans réponse? Parce que les candidats qui étaient présents à la rencontre ont demandé vraiment une rencontre de haut niveau pour tirer les conclusions de cette question de fichier. Qu'appelle-t-il une rencontre de haut niveau? Une rencontre de haut niveau, c'est une rencontre niveau politique. Parce qu'on a voulu, comme le président Diarra de Rosso Apem vient de dire, on a voulu parler d'erreurs techniques et nous amener sur ce terrain. Nous sommes des acteurs politiques et vraiment nous ne comprenons pas qu'on nous donne comme argument qu'il y a une erreur technique. Vous pensez plutôt que c'est une faute? Au-delà d'une faute, nous pensons que vraiment c'est une tentative de fraude électorale. Parce que la question est là. La confiance est vraiment effritée entre les acteurs politiques et les autorités en charge de l'organisation des élections. Dès lors que lors de la première rencontre avec le Premier ministre sur la question, le Premier ministre a pris des engagements jusqu'à ce jour qui n'ont pas été tenus, notamment la mise à disposition du bon de commande qui a servi vraiment de commander les cartes d'électeurs. Donc la confiance, elle est vraiment effritée. Et nous, de notre point de vue, il y a une tentative de fraude qui se situe quelque part. Quelqu'un essaye de maquiller quelque chose. Comme qui? Un acteur de l'administration, une autorité chargée de l'organisation des élections. On sait qui organise les élections au Mali. Le président serait-il au courant de cette situation? Il est forcément au courant, selon nous, parce qu'il est le premier responsable du pays, de l'exécutif. Et c'est lui qui place sa confiance à un Premier ministre, qui lui propose un ministre de l'administration territoriale. Et c'est ce ministre de l'administration territoriale qui est le patron de l'organisation des élections. Et on n'a pas été surpris quand on parlait de ce problème-là. Ce ministre de l'administration territoriale qui est censé organiser les élections battait campagne avec le président sortant à Kidal. Donc il y a vraiment matière à mettre vraiment la confiance en doute entre les acteurs politiques et les autorités chargées d'organiser les élections. D'accord. Quand vous parlez de rencontre de haut niveau, je reviens là-dessus, est-ce que vous parlez d'une rencontre entre les acteurs politiques et le président de la République ou le Premier ministre, puisqu'il y a eu une réunion avec le président de la République, nous le considérons comme candidat. Nous le considérons comme candidat, mais quand on parle de rencontre de haut niveau, on parle de rencontre qui va non seulement associer les acteurs politiques, les autorités maliennes et même les observateurs nationaux et internationaux. Parce qu'à ce stade-là, comme je l'ai dit, quand la confiance est entamée, il est difficile de s'entendre sur certains détails. Voilà. D'accord. Et la rencontre qui s'est tenue, ce n'était pas une rencontre de haut niveau? Non, pour nous, ce n'était pas une rencontre de haut niveau. Et ce qui conforte en fait cet avis de notre part, c'est que hier, le ministère de l'administration territoriale a sorti une instruction signée par son secrétaire général qui va à l'encontre du respect de la loi électorale.
Vous savez, la question de procuration. La loi électorale, en son chapitre 11, section 2, article 6, parle très bien du vote par procuration. Et les personnes, leur qualité et les conditions dans lesquelles ils peuvent vraiment mandater une autre personne à travers une procuration à voter à leur place. Et quand on voit l'instruction que le ministère, à travers son secrétaire général, a fait sortir, c'est qu'ils permettent non seulement à tout le monde de voter avec les procurations de tout le monde, et jusqu'à 4 fois pratiquement. Parce que qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que seuls les militaires ceux qui sont sur le théâtre des opérations ou en mission commandée, les délégués de la Cour constitutionnelle, les délégués des partis politiques, les présidents des bureaux de vote, les agents de l'État qui ont été mutés il y a moins de 6 mois, sur présentation de ces pièces-là, des pièces justificatives de ces contraintes-là, peuvent jouir de procuration pour faire voter quelqu'un d'autre à leur place. Et la loi dit aussi, les articles suivants traitent de cela, que pour voter à la place de quelqu'un avec une procuration, il faut appartenir non seulement à la même liste électorale, mais au même bureau de vote. Et dans l'instruction du ministère de l'administration territoriale, c'est la confusion totale qui va arriver. Parce que cette instruction donne la précision que pour voter au nom de quelqu'un, on n'est pas obligé d'être dans le même bureau de vote, mais plutôt d'être sur la même liste. Vraiment ça, vous pensez qu'il y a violation de la loi? Mais ce sont des attitudes qui sont là à enfoncer le processus dans la crise. D'abord, la crise du fichier est là, elle n'est pas élucidée. Je vous donne la parole tout de suite. M. Dramane Diarra est juriste également. Est-ce que vous pensez qu'il y a violation de la loi? Bon, je crois que lorsque les termes de la loi sont clairs, il n'y a pas lieu à procéder par directive ou par instruction. Et je crois que l'article 106 énumère clairement qui est habilité à donner procuration pour voter. Donc, pour ce faire... Qui est habilité à le faire? Il l'a dit tantôt. C'est les agents de l'État en mission commandée ou appelés sur le théâtre des opérations. C'est effectivement les délégués de la CENI, c'est les délégués de la Cour constitutionnelle, c'est les présidents des bureaux, c'est les assesseurs, c'est les délégués des candidats ou des partis politiques. C'est des prisonniers, des gens en situation de détention, ou même des condamnés, mais qui ne sont pas privés de leurs droits civiques. Et c'est également, il a dit tantôt, des agents de l'État qui sont mutés il y a moins de 6 mois. Et les personnes malades? Parce que c'est des gens qui ne pourraient pas procéder par le transfert. Donc, et les personnes malades sont-elles concernées? Non, les personnes malades, sauf les handicapés qui peuvent se faire aider par des personnes de leur choix. Sinon, la loi a été très stricte par rapport à cet état de fait. Et vous et moi, lorsque nous sommes empêchés, nous ne pourrons pas donner des procurations. Donc, je crois que l'on devrait privilégier de bout à bout la concertation. Parce que n'oublions pas dans quel contexte nous avons, en tout cas, entrepris de pouvoir tenir ces élections-là. Lorsque les modifications intervenaient par rapport à la loi électorale, nous étions dans le fatidique délai des communautaires comme la CEDEAO et puis l'Union africaine, qui ne permettent pas de modifications notables dans les lois électorales à moins de 6 mois de scrutin. Le Mali est dans ce cas-là. Donc, vous voyez que c'est le consensus pratiquement qui a permis, parce que ce seul aspect pouvait nous empêcher même de tenir le scrutin. Du moment qu'on a dépassé ce cap extrêmement important, et je crois qu'on devrait continuer à privilégier la concertation, la discussion. Nous, on l'a dit avant, mais comme on le dit, il y a comme une sorte de... Comment je vais appeler ça? Nous ne tenons pas compte de nos propres, de nos propres instruments, de nos propres institutions. Et c'est à quelques jours du scrutin que les observateurs internationaux viennent dire maintenant qu'il faut la concertation. On a incité les gens au consensus, à la concertation ici. On a entrepris, on a cheminé ensemble dans la concertation.
que des gens viennent d'ailleurs pour nous dire maintenant, privilégier encore la concertation. Tout ça, c'est vraiment fâché. D'accord, on va écouter Sidi Diawara, qui est conseiller spécial du Premier ministre. Je rappelle qu'on attend toujours le délégué général aux élections, mais en attendant, écoutons Sidi Diawara sur cette question. Il n'y a pas d'irrégularité dans les fichiers. Les irrégularités dont parle l'opposition concernent le moteur de recherche, les requêtes qu'on peut faire en ligne et qui devraient donner des résultats probants ou des résultats exacts. Vous faites la requête pour savoir combien d'électeurs il y a dans un village. Je prends un exemple, village Zambougou. Il peut y avoir plusieurs Zambougou au Mali. La recherche peut vous donner le nombre d'électeurs inscrits dans tous les Zambougou du Mali, par exemple. La recherche n'est pas suffisamment raffinée pour aller au niveau région, cercle, commune, par exemple. Et du coup, si vous cherchez Zambougou de Ségou, vous risquez de vous retrouver avec un nombre d'électeurs largement supérieur au nombre réel d'électeurs inscrits dans le village Zambougou de Ségou. Alors ça, c'est un problème. Les résultats vont être erronés. Donc du coup, cela vous amène à penser qu'il y a des fausses informations qui ont été données. Donc le fichier en tant que tel n'a aucune irrégularité. Le fichier n'a aucune irrégularité, c'est ce qu'il déclare, et qu'il y a de fausses informations qui circulent. Je pense que j'ai été assez clair dans mon précédent propos. Au-delà d'être un porte-parole du candidat Soumaïla Cissé, au-delà d'être président de la jeunesse de l'URD, je suis ingénieur informaticien de formation, et spécifiquement ingénieur en base de données. Qui parle de fichier électoral parle de base de données. Je sais de quoi je parle. Ce qu'il dit, c'est son avis. Mais c'est qu'on a vu dans le fichier, c'est qu'on a interrogé le fichier. Comment l'avez-vous vu? Et pour interroger, mais parce que nous avons toujours travaillé avec le fichier électoral, nous sommes un parti organisé. Les dernières consultations... Avez-vous utilisé vos talents d'informaticien? Mais bien sûr, les dernières élections communales, on a travaillé avec un fichier électoral. C'est sur la base des informations que nous voyons dans le fichier électoral que les états-majors se préparent. Il y a tel nombre de bureaux de vote, il y a tel nombre de centres de vote, il faut tel nombre de délégués. Donc, nous faisons des estimations sur la base des données réelles. C'est en faisant un benchmarking, une comparaison entre ces données-là, qu'on s'est retrouvé avec des incohérences et des écarts vraiment énormes. Ce qu'il est en train de dire, c'est trop léger comme explication. Ce que nous, on a vu, je vous donne un exemple. Vous prenez la commune 2 du district de Bamako. La commune 2 est composée de 11 quartiers. Qu'on te dise que la commune 2 comprend 10 000 électeurs, par exemple. Et quand tu prends les électeurs par quartier de la commune 2, tu en as 11 et tu vas trouver 15 000 électeurs. Mais il y a un problème quelque part. Les 10 000 électeurs de la commune 2 qui ont été dits auparavant, comment on l'a obtenu? C'est le cumul du nombre d'électeurs par quartier de la commune. Et quand tu fais une comparaison entre les deux, il n'y a pas raison qu'il y ait un écart de 5 000 ou de 3 000. Vous voyez un peu, c'est des problèmes de ce genre qu'il y a dans le fichier électoral. Et aujourd'hui, l'écart est d'1 million 241 000. D'accord. Comme si il y a un électeur fictif par kilomètre carré du Mali. Le Mali, la superficie fait 1 241 238 km². Bref, c'est-à-dire que je voudrais vous rappeler quand même un fait, parce que mon frère ici présent a parlé de concertation. Je pense que de 2013 à nos jours, les concertations qu'il y a eu, en tout cas en matière de processus électoral, ont toujours été à la demande et initiées par l'opposition. C'est d'ailleurs ces concertations qui nous ont permis d'améliorer un peu voilà, les opérations de vote. Je vous donne des exemples. Quand vous rentrez dans un bureau de vote, au scrutin passé ou dans la loi antérieure, le personnel du bureau de vote est composé du président du bureau de vote, de 4 assesseurs, les 4 désignés par l'administration, des délégués des candidats ou des partis politiques et d'autres délégués ou autres observateurs. Mais chacun a une mission et un rôle à jouer dans le bureau de vote. L'électeur, à son arrivée dans le bureau de vote, son identité sur la liste électorale est contrôlée par 2 assesseurs. Et nous, par crise de confiance, nous avons estimé en 2013 qu'il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Donc nous avons proposé à ce que sur les 4 assesseurs des bureaux de vote, que 2 soient toujours désignés par l'administration, mais que les 2 autres, que l'un soit désigné par la majorité et l'autre par l'opposition. Comme cela, à l'arrivée de l'électeur, son identité sera contrôlée et par l'assesseur de l'opposition et par l'assesseur de la majorité. C'est pour apporter
plus de crédibilité au processus. Ensuite, il y a eu des cas de bulletins prévotés lors des élections passées. Nous le savons, nous avons des preuves, on a même fait un livre sur ça. Un livre qu'on a intitulé « Autopsie des miracles électoraux » dans lequel nous avons retracé toutes les preuves d'irrégularité qu'on a pu constater avec preuve lors des élections présidentielles de 2013. Alors, maintenant qu'il y avait des bulletins prévotés, nous avons proposé à ce qu'au verso du bulletin de vote, il y ait des champs. À l'arrivée de l'électeur, une fois qu'il est identifié sur la liste électorale, le président du bureau de vote doit commencer à remplir les champs qui sont au verso du bulletin. Parmi ces champs, il y a les informations relatives à la région, il y a les informations relatives au centre de vote, il y a les informations relatives au bureau de vote. Ensuite, le président doit apposer sa signature à lui. Et les assesseurs de l'opposition et de la majorité doivent chacun apposer leur signature. C'est en ce moment qu'on remet le bulletin à l'électeur. Il va maintenant dans l'isoloir pour opérer son vote et revenir mettre le bulletin plié dans l'urne. Ça va permettre d'empêcher de faire voter des bulletins prévotés, c'est-à-dire donner des bulletins en dehors du centre de vote et que les gens viennent mettre dedans. Parce que pendant les opérations de dépouillement, la première des choses à faire, c'est de vérifier effectivement, quand on dépouille un bulletin, si au verso de ce bulletin, il y a ces informations requises qui sont vraiment mentionnées là. Donc nous disons que nous avons travaillé à annuler les doublons dans le fichier électoral. Nous avons travaillé à renforcer la crédibilité du processus par la désignation des assesseurs de l'opposition et de la majorité et par l'inscription au verso de chaque bulletin de vote des informations précises. Donc on s'est dit que le vote par procuration dont j'ai parlé tout de suite semble être la dernière arme vraiment de ce régime pour se maintenir. Sinon, comment est-ce que pendant qu'une crise est ouverte par rapport au fichier électoral, on n'arrive pas à trouver une solution? Là, le vote par procuration est carrément cadré par la loi électorale. Comment le ministère de l'administration territoriale peut prendre une instruction pour amplifier le doute et la méfiance des acteurs du processus? D'accord. Monsieur Dramane Diarra, le gouvernement qui estime qu'il n'y a aucune irrégularité par rapport à ce fichier électoral. L'opposition qui signale qu'il y a une fraude électorale en préparation. Alors, qui est-ce que le citoyen lambda peut croire par rapport à ces deux versions? Bon, c'est pourquoi j'avais commencé par dire que c'est quand même regrettable, parce que ça ne devrait pas pouvoir arriver, puisque c'est ensemble que le fichier a été audité. Donc, surtout, je ne sais pas pour rien que j'ai donné la date à laquelle le fichier sur disquette a été amené à l'imprimerie de France. Mais avez-vous vu les deux fichiers, le fichier qui a été audité et le fichier qui est dénoncé par... non, moi je n'ai pas vu les deux. Le fichier mis en ligne. Je n'ai pas fait de comparaison, moi. Okay. Mais je pense, moi j'ai fait foi à monsieur le délégué général aux élections. Je fais plus foi en lui que n'importe quel autre orateur qui a eu à vouloir se défendre par rapport à cette question des fichiers. Donc les 20 Parce candidats que qui la loi dénoncent... confie la gestion du fichier au délégué général des élections. C'est pourquoi je n'ai pas parlé, je n'ai pas privilégié les propos d'ailleurs. Donc, le délégué quand même a admis qu'il y a eu des erreurs techniques par rapport au fichier. J'ai dit, lorsqu'on a ensemble, et je dirais de façon consensuelle, et on est parvenu à faire auditer les fichiers, on ne devrait pas trouver un autre fichier plus tard. Surtout... A-t-on trouvé un autre fichier plus tard? Mais c'est ce qui est l'objet de controverse aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne pense pas que, et on a entendu Sidi Mohamed Diawara tout de suite là, je ne pense pas qu'il nie qu'il y a, il dit que ce n'est pas des erreurs. Qu'il n'y a pas une irrégularité. Voilà, qu'il n'y a pas d'irrégularité, mais il reconnaît quand même que, par rapport à la recherche, moi je ne suis pas malheureusement ingénieur en informatique comme l'homonyme. Donc je ne sais pas, il a parlé de, lorsqu'on lance les moteurs de recherche par rapport à un village, il y a beaucoup d'homonymie dans nos villages, il a parlé en ces termes-là. Donc peut-être pour lui, il n'y a pas de fichier. Or, le délégué général aux élections qui est chargé... Certains signalent que par rapport au fichier, on voit souvent la photo d'un homme et le nom d'une femme. Comment expliquer cette situation? Bon, tout ça, je vais parler au conditionnel. Si cela s'avérerait, ce n'est pas du tout normal.
Ce n'est pas normal parce que tous les électeurs devraient avoir leurs photos. Parce que lorsqu'ils sont arrivés en France, je parle de ça parce que j'ai quand même vu, des éléments de preuve par rapport à ce état de fait. Les premiers, lorsque ils ont introduit même la disquette dans la machine de l'imprimerie de France, les premières cartes imprimées, c'est celle du DG lui-même, du président de la CENI et d'une dame. Donc, dire en ce moment qu'il y a des noms de femmes sous des noms de femmes sous des photos d'hommes en lieu et place des électeurs hommes ou des électeurs qui sont sans photo, je pense qu'en ce moment-là, le fichier ne devrait pas avoir gardé toute son intégrité. Et c'est ce que j'ai dit, que lorsque on est parvenu jusqu'à quand même imprimer les cartes d'électeurs, il n'y avait pas lieu que cet incident-là arrive. Parce que ça, c'est le fichier qui est connu de tout le monde. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'il y a eu ce dysfonctionnement-là? C'est la principale question qu'on pose. Mais c'est ça. Pourquoi n'arrive-t-on pas à répondre à une si simple question? Selon vous, le gouvernement a-t-il quelque chose à cacher? Dans tous les cas, moi je ne dis pas que quelqu'un... parce que c'est l'expression que mon homonyme a utilisée. Il a parlé de tentative de fraude. Il n'a même pas dit fraude. Il a dit tentative de fraude. Le plus important pour nous, en tant qu'observateurs, en l'état actuel de la question, c'est de faire en sorte que la fraude ne survienne pas. C'est ça. Parce que les gens craignent les violences post-électorales, sinon les violences électorales. Mais il faut tout simplement les prévenir. Parce que c'est inadmissible qu'en démocratie, la démocratie c'est un régime très vertueux. Mais on ne peut pas s'accrocher à la démocratie et vouloir aller en compétition démocratique en privilégiant des voies tordues. Les voies tordues, je vais faire allusion au tripatouillage, à la fraude, à la corruption. Est-ce que c'est ce que le gouvernement a fait? Moi, je n'indexe personne. D'accord. D'ailleurs, sur ce plan-là, on peut se soucier de tous les acteurs. De l'opposition. Parce que nos élections ont pour habitude de nous offrir un plateau comme ça où le président Kanouté, ancien président de la Cour constitutionnelle, l'a dit. Et il a blâmé en son temps tous les acteurs. Donc, on voudrait au Mali, franchement, on voudrait avoir des élections propres. Des élections où on ne songe pas à vouloir tripatouiller. Sommes-nous sur cette voie? Comment? Sommes-nous sur cette voie? Nous étions dans cette voie parce que lorsque... Mais nous ne le sommes plus. On connaît des difficultés, on connaît des soubresauts aujourd'hui. Mais ça ne doit pas nous dévier de l'essentiel. Nous pouvons toujours garder le cap d'avoir des élections propres. Mais je sais que le climat n'est pas à la sérénité. Parce qu'au-delà du fichier, il y a cette fâcheuse question des gens décédés, des gens qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, on a voulu concilier des choses. Donc des morts qui doivent voter. Qui ne peuvent pas aller ensemble. Je sais qu'il y a des centres de distribution des cartes d'électeurs aujourd'hui, parce que ça se passe devant tout le monde. Les gens savent le nombre de cartes et dont les titulaires sont déclarés décédés, qui n'ont pas pu être enlevés, qui sont encore au niveau de ces... Et il y a même des tentatives des gens pour vouloir les acheter. Et voilà. Donc, il faut aller au-delà de la question du fichier. Il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on doit être extrêmement vigilant pour avoir vraiment des élections propres. Voilà. D'accord. Monsieur Abdrahmane Diarra, que comptez-vous faire, les 20 candidats que vous représentez, que comptent-ils faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir un bon fichier et des élections libres et transparentes? Eh bien, nous sommes des démocrates et des démocrates convaincus. Nous privilégions toujours le dialogue, la concertation. Quelle que soit la situation, s'il n'y a pas d'intention cachée quelque part, on doit pouvoir trouver la solution. C'est quelque chose que nous avons dénoncé. Au lieu de défendre, je pense qu'il faut réparer. L'intervention du sieur Diawara, conseiller du Premier ministre, vous l'avez vu tout de suite, il a intervenu en défenseur du gouvernement. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous voulons sauver notre pays.
mon homonyme vient de parler de crise post-électorale, mais il y a aussi une crise préélectorale qu'il faut prévenir pendant une élection. Il faut tout simplement fournir tous les efforts pour organiser une élection dans des conditions. Stade, vous n'êtes pas encore convaincu par les réponses et les mesures prises par le gouvernement. On n'est pas convaincu ni par les réponses, ni satisfait par les mesures prises. Alors, votre candidat, qui est Soumaïla Cissé, est-il prêt à retirer sa candidature? Il n'est pas prêt à retirer sa candidature. Il est prêt à partir, même s'il n'est pas convaincu par les réponses. Oui, mais il y a toujours des mesures. Il y a des mesures. Je vous ai parlé de certaines mesures tout de suite. Mais il y a d'autres mesures. Nous craignons qu'il y ait des personnes qui existent plusieurs fois sciemment dans le fichier. Les gens qui ont mis ça ont l'information aussi que ces gens existent là-bas. Ils peuvent prendre des dispositions pour faire sortir ces cartes-là. Il suffit de les faire voter dans d'autres centres de vote. Et nous avons des informations qui nous parviennent dans ce sens. Au-delà de ça, nous avons, dans les modifications proposées qui ont été retenues, qui sont actuellement dans la loi électorale, le PV, le procès verbal des opérations de vote dans un bureau. C'était à 3 copies auparavant. Les délégués des partis ne pouvaient retourner au niveau de leurs quartiers généraux qu'avec des récépissés que le parti les remettait. En 2013, nous avons formulé beaucoup de requêtes que la Cour constitutionnelle a rejetées pour motif de preuves matérielles insuffisantes ou je ne sais quoi. Donc nous avons demandé à ce que le procès verbal officiel du bureau, on voie le nombre à 5. Au lieu de 3, il y a 5 maintenant. Et chaque PV répertorie les mêmes informations, sont signés par le président et tous les autres acteurs. Et copie est remise à l'assesseur de la majorité, à l'assesseur de l'opposition, au président, ainsi de suite. Donc le mandataire qui va représenter son candidat à la centralisation des résultats, il doit être muni des copies de ses procès-verbaux. Les copies de ces procès-verbaux pourront servir d'éléments d'argumentaire au mandataire pour contester des chiffres qui seraient proposés à la commission de centralisation et qui ne se retrouveraient pas dans ces PV-là. Mais j'insiste sur un fait. Ça, ce sont les procurations. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui est décédé. Il habite Kinzambougou. Je vais taire son nom pour ses parents. Mais sa maman m'a demandé d'aller voir si sa carte a été produite. Parce qu'elle dit qu'il y a des gens qui sont en train de proposer de l'argent pour des cartes comme ça. Par respect pour le défunt, j'ai été, mais j'ai trouvé effectivement que quelqu'un a enlevé sa carte et quelqu'un a signé. Et ce n'est pas quelqu'un de sa famille. Donc si nous disons qu'il y a problème et des intentions cachées, c'est sur la base d'éléments de preuves que nous le disons. Les procurations, s'il n'y a pas d'autres intentions cachées, je ne vois aucun intérêt que le ministère de l'administration fasse circuler une instruction allant en flagrante violation de la loi électorale, s'agissant du vote par procuration. D'accord. Certains de ces 20 candidats ont déclaré qu'aucune possibilité n'est à écarter, même le refus de participer aux élections générales. Et vous dites que Soumaïla Cissé, par exemple, qui est un des candidats, ne va pas retirer sa candidature. Alors, en participant à ces élections, même n'étant pas convaincu des mesures et des réponses qui ont été fournies par le gouvernement, est-ce que vous ne cautionnez pas, entre guillemets, ce que vous appelez une tentative de fraude? Vous savez, ce qui est plus important que nous tous, que nos intérêts personnels, c'est le Mali. Et si jamais nous ne prenons garde, si nous dépassons le 29 juillet sans tenir ce scrutin, on va s'acheminer vers un vide constitutionnel. Que ce soit une élection qui semble être une élection transparente ou pas, il faut participer à cette élection. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, on a parlé de concertation. Nous avons de la matière grise. Nous avons les ressources humaines assez compétentes pour résoudre ces problèmes-là. Ce qui manque, c'est une volonté politique, une bonne volonté politique. C'est la bonne volonté politique qui n'est pas là. On a tout dit au Premier ministre, on a tout dit au gouvernement. Il suffit qu'ils mettent le Mali au-dessus. Et ce qui est sûr, nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Nous savons ce que ça peut coûter à un pays. Nous savons ce que ça peut coûter à des acteurs politiques comme nous-mêmes. Notre combat, c'est pour le Mali et son peuple. Nous ne cherchons pas à aller aux élections parce qu'on n'aime pas celui qui est là. Nous cherchons à aller aux élections parce que la Constitution a dit que chaque 5 ans, il faut organiser les élections.
celui du président sortant, libre, transparente et crédible. Le président si ce n'est pas le cas, vous participez quand même. Non, vous ne comprenez toujours pas. Nous contribuons à rendre la tenue des élections transparente et libre et crédible. D'accord. Voilà. Monsieur Dramane Diarra, est-ce que si ces révélations s'avéraient être vraies, qu'il y a des problèmes par rapport au fichier électoral, qu'il y a tous ces problèmes concernant les procurations par exemple, est-ce qu'il faut malgré tout ça tenir l'élection présidentielle le 29 juillet, puisque c'est à 2 jours? Mais justement, je pense que ce n'est pas raisonnable que de dire qu'il ne faille pas aller à cette élection. On est déjà dans cette élection. On y est déjà. Et je disais souvent ces derniers temps que nous faisons face pour la première fois à des élections, à un processus extrêmement suivi. Les acteurs sont méticuleux, les acteurs sont vigilants. C'est ça une des satisfactions, en tout cas pour nous observateurs. Donc, moi je suis sûr qu'ils ne vont pas en démordre. Ils vont continuer à être tatillons. Ils vont continuer à être vigilants. C'est cela. C'est la seule chose qui vaille. Parce que, vous savez, la question n'est pas... Tout n'est pas seulement cette question de fichier. Je l'ai dit. Le retrait de la carte. Parlons-en. La carte devrait être retirée individuellement. Si vous ne pouvez pas être là, vous devrez pouvoir donner procuration comme vous le faites pour le vote. Donner procuration pour qu'on puisse retirer en justifiant de votre qualité pour retirer la carte. Mais est-ce que la distribution se fait comme ça? Dans mon intervention précédente, là, je parlais d'une chose et son contraire. Il s'agit de cet état de fait-là. Si on devrait aller comme ça, c'est-à-dire en permettant que chaque titulaire de carte de retirer sa carte, on serait à un taux peut-être de 2% sur l'étendue du territoire aujourd'hui. On a permis, ça devrait à d'autres de retirer, certains pour retirer pour d'autres. Ça devrait être systématiquement aussi par procuration. Mais ce n'est pas ce qui est tout à fait aussi observé partout. Donc, malgré tout ça, on essaye d'être vigilant. Parce qu'il l'a dit, absolument, il faut tenir cette élection-là. Et nous, depuis le mois d'avril, on l'a dit, qu'il n'y a pas deux plans, il n'y a qu'un plan. Tenir l'élection, qu'elle soit transparente, une bonne élection. Et une bonne élection. Mais une bonne élection, il faudrait qu'elle soit bien préparée et acceptée. Non, pour les préparatifs, c'est ce que j'ai dit aussi tantôt. Parce qu'une élection ne se prépare pas à 6-7 mois. Hein. C'est pourtant notre cas. Donc cette situation était prévisible. C'est ce qui a fait que nous sommes allés de façon consensuelle. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on veut rompre ce consensus-là aujourd'hui. Qui veut rompre ce consensus? Non, parce que moi je constate au niveau des acteurs, les mêmes qui ont cheminé, majorité opposition, ils ont cheminé ensemble. Je l'ai dit, sans leur comportement consensuel, il n'y aurait pas eu les modifications à la loi électorale. Donc est-ce un jeu politique, cette situation? Mais il est certain qu'à l'orée d'un tel scrutin, avec un tel enjeu majeur, parce que les jeux semblent aujourd'hui extrêmement ouverts, il est clair que des gens peuvent avoir des velléités. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse leur donner ce loisir-là. Parce que ce qui est quand même derrière le 28 juillet est extrêmement important. On ne doit pas dépasser ce cap-là sans tenir l'élection. Et une bonne élection. Parce que je l'ai dit, celui qui... D'accord, je vous donne la parole tout de suite, Monsieur Abdraman Diarra. Vous dites que vous allez participer à ces élections coûte que coûte, votre candidat, notamment Soumaïla Cissé. Alors aujourd'hui, si vous participez à ces élections le 29 juillet, allez-vous accepter également les résultats? Ça dépend de ce que vous appelez résultats. Et puis, nous n'avons pas dit que nous allons participer à ces élections coûte que coûte. Il est normal que nous participions et nous allons participer tout simplement. Maintenant, les problèmes que nous avons vus dans le fichier, nous sommes en train d'appeler les autorités vraiment à la concertation pour résoudre le problème ensemble. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés. À 2 jours, est-il possible d'organiser une concertation? Mais bien sûr, une concertation. Je vous ai parlé d'une volonté politique. En 30 minutes, on peut, pour préparer un débat comme ça, vous avez besoin de combien d'heures? Je pense que si la volonté est là, je pense que les moyens matériels ne feront pas défaut. D'accord. Je voudrais 30 seulement secondes dire... pour monsieur... Oui, juste 10 secondes.
Non, allez-y. D'accord. Monsieur Dramane Diarra, pour votre mot de la fin, aujourd'hui, à quoi peut-on s'attendre le 29 juillet et que faut-il faire pour éviter une fraude? C'est la vigilance qui permet d'éviter la fraude. Et nous devons tous être vigilants. Et les candidats, leur état-major, et le gouvernement, qui est quand même le maître d'œuvre du processus. D'accord. Et nous autres observateurs, tout le monde doit être vigilant. Et je l'ai dit tantôt, celui qui s'adonne à des pratiques frauduleuses, à de la corruption, et dans ce processus-là, est assimilable à tout simplement un ennemi de la nation. D'accord, merci. Et c'est ce qui met fin à cette émission, le grand dialogue de Studio Tamani, qui réfléchissait sur ce qui ne va pas avec le fichier électoral. Nos invités, le délégué général aux élections, général Siaka Sangaré, qui n'est pas venu, et monsieur Abdrahmane Diarra, qui est un des porte-parole du candidat Soumaïla Cissé, également Dramane Diarra, qui est le président du réseau d'appui au processus électoral, le réseau APM. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par M. Nouhoum Djiré, à la régie vidéo Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.